Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 38 de C'est qui en pôle. On va évidemment parler du Grand Prix d'Aragon qui s'est tenu donc au Motorland. 14e rendez-vous de cette saison 2018. Comment ça va, Pierre ? Ça va pas terrible, il y a eu plein de choses qui se sont passées un peu hors GP dont j'ai envie de parler, mais je suis très remonté. Ah, beaucoup de drama effectivement, beaucoup de choses à dire. Ah, exactement. Eh bien déjà, on va commencer par féliciter Damien qui a remporté les goodies cette semaine donc pour la course d'Aragon, qui avait trouvé Lorenzo en pôle et qui va recevoir donc le petit pack de goodies qui est mis en jeu en partenariat avec la Bécannerie et aussi avec nos copains podcasteurs de Coin du Pneu qui sont arrivés sur Twitter. Donc si vous ne les suivez pas, vous pouvez aller leur faire un petit coucou. Vous pouvez suivre aussi le compte Twitter de la Bécannerie. Donc comme on l'a dit, le numéro 38, on va parler d'un pilote qui est toujours sur la grille cette année, Bradley Smith, un pilote anglais. On va faire un petit rapide CV de Smith. Donc il arrive en 125 en 2006 à l'âge de 16 ans, donc très jeune chez Honda. Il fera ensuite 3 belles années chez Aprilia où il va se classer 6e, 2e et 4e, donc toujours en 125. Et il va monter en Moto 2 chez Tech 3 où il fera une très belle première année puisqu'il va faire 3 podiums et une 7e place au général. Et il va être la deuxième année 9e. Et l'année suivante, il va monter en MotoGP, donc en 2013, toujours chez Tech 3, donc sur Yamaha Satellite, où il va réussir une belle année en 2015 où il sera 6e au général. Et là, il est chez KTM où là, c'est quand même un petit peu plus difficile pour lui avec notamment une adaptation assez difficile sur les pneus Michelin. Et l'année prochaine, donc, il va quitter la grille pour être pilote d'essai chez Aprilia. Donc, on va passer aux petites news qui sont tombées la semaine avant Aragon. Je te laisse la main ? Oui. Alors, en Moto E, ou Moto I, je sais pas comment vous préférez entendre. On a Jesko Raffin, donc c'est un pilote suisse Moto 2, notamment entre 2015 et 2017, qui a fait une pige cette année à Misano notamment. C'est officiellement le premier pilote engagé dans cette catégorie avec le team Dynavolt Intact GP. Donc de mon avis, le niveau commence assez bas en termes de talent. Après, il y a eu des grosses rumeurs sur certains pilotes qui auraient signé des contrats. Bon, on attend la confirmation pour en parler. Donc voilà. En Moto 3, on a des news qui sont tombées chez SkyVR 46. Donc l'année prochaine, Denis Foggia courra aux côtés de Celestino Vietti Ramus, qui évolue aujourd'hui en championnat du monde junior Moto 3 et qui va remplacer Boulega qui va passer en Moto 2 lui. On a également une mauvaise nouvelle pour Ayumu Suzuki qui, on s'en rappelle, a chuté à Misano et a récolté une fracture au poignet gauche et qui manquera donc cette course d'Aragon. Oui, alors aussi quelques news en Moto 2, donc comme tu l'as dit, Boulega qui va poursuivre toujours chez VR46 qui sera avec Marini si je me trompe pas. Alors ouais, t'as mis un petit commentaire, logique mais pas forcément mérité. Ouais, donc je trouve ça logique que Boulega monte de catégorie et reste dans le giron de VR46. Après, vu sa forme du moment, j'ai eu un gros débat avec ZeoVR46 sur Twitter. Je trouve que c'est pas mérité sur ses performances, mais que ça reste une suite logique de son parcours. Voilà. Bisous VR46. Non, mais après, moi j'ai suivi un petit peu vos discussions et moi je m'en suis pas trop mêlé, mais pour donner mon avis, c'est vrai que dans ces catégories-là, c'est parfois difficile moi je trouve que c'est très difficile de juger de la pertinence ou je t'appelle ça comme tu veux, mais de dire voilà, ce pilote mérite ou ce pilote ne mérite pas. Je trouve que ouais, c'est jamais facile quoi. Non, bien sûr. Après, donc, on a, pour poursuivre donc, sur la catégorie Moto 2, on a donc Fenati qui a annoncé son retrait de la compétition. Donc, de toute façon, il s'est fait retirer sa licence par la FIM. Il a été convoqué donc pour se voir signifier le retrait de licence jusqu'à la fin de saison. Donc, après, je sais pas.
J'ai mis que c'était une très grosse prise de risque de la FIM. C'est ironique parce qu'effectivement, il s'est fait déjà virer de son team et son team de l'année prochaine a cassé son contrat. Donc, de toute façon, licence ou pas, il roulera pas. Donc, je trouve que c'est arrivé trop tard en fait. C'est bien qu'il l'ait fait pour bien marquer le coup encore une fois et dire que 2 courses de suspension initiales n'étaient pas suffisantes. Donc, c'est bien qu'ils aient fini par lui retirer sa licence à titre, on va dire. D'exemple, mais ça aurait dû arriver le jour de la course ou le lendemain de la course, quoi. Ouais, après bon, faut voir, hein, parce que le jour de la course, c'est les stewards qui sont sur place, qui prennent la décision. Je peux comprendre que les stewards disent bon bah voilà, de toute façon tu prends 2 courses et on va réévaluer ton cas le temps au moins de ces 2 courses. Et c'est ce qui s'est passé, ça a été évalué assez vite. On va dire, je crois que c'est dans la semaine qui a suivi, il a été convoqué et bon, la décision a été alourdie par la FIM. Donc, ouais, effectivement, c'est. Bon, après, c'est comme ça. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir de toute façon s'arrêter, puisque bon. Ça sert à rien de s'acharner. Tout le monde a vu qu'il avait fait une connerie, il l'a reconnu lui-même. Il courra certainement plus, donc au bout d'un moment, ça sert à rien de continuer à faire la chasse aux sorcières. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon. Ouais, voilà. on est franchement, je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça dommage que, en fait, il y a eu énormément de battage médiatique dans les médias traditionnels, le jour de la course et le lendemain, et la décision n'avait pas été prise à ce moment-là, et après, quand la décision a été prise, c'était, je crois, cette semaine, donc, quasiment 15 jours après, plus personne, plus aucun de ces médias n'a relayé l'information. Du coup, l'image qui a été fournie n'était pas forcément celle d'une sanction adaptée ou une sanction très sévère à titre d'exemple, justement. Voilà. Après, bah, tu tombes justement dans l'effet pervers du sport qui est pas très médiatisé et qui a une image choc qui fait le tour du monde. Tout le monde parle de Fenati en disant ouais, voilà, qu'est-ce qu'il fait, c'est pas bien. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme quand un mec fait un plongeon et se mange un plat, ben, tu le vois pendant 2 semaines à la télé, ou même pas 2 semaines, tu le vois pendant 2 jours à la télé parce que c'est rigolo, et puis après t'as oublié son nom, quoi. C'est malheureux, mais dans les médias traditionnels, c'est ce qui va se passer, quoi. Après, oui, c'est évident. Donc on est en train de refaire le débat de 20 minutes sur Fenati. non, on va passer à la suite. Donc en MotoGP, après la blessure de Kallio, on a KTM qui a annoncé avoir recruté le vétéran des GP Alex Hoffman comme pilote d'essai pour le reste de la saison. Et alors que Dani Pedrosa a été annoncé, lui, pilote d'essai l'année prochaine, aux côtés justement de Mika Kallio qui sera prolongé. Donc on aura deux grands pilotes, je trouve, d'essai l'année prochaine chez KTM pour épauler, on le rappelle, Paul Espargaro et Johan Zarco. Je pense que ça fera vraiment une belle team. Maintenant, pour Pedrosa, voilà, il a le talent, c'est une certitude, il a encore l'âge pour courir, c'est pas le problème, mais moi j'ai peur qu'il a connu que la Honda en MotoGP, et ces dernières années, les développements de la moto sont allés systématiquement dans le sens de Marquez, donc est-ce qu'il saura avoir un avis un peu plus, un avis utile pour la KTM qui a des technologies différentes, je sais pas. Ouais, bah ça va être à voir, hein, puisque après, tu vois, enfin, des pilotes de développement, enfin, aux pilotes d'essai, t'as tous les exemples et tous les contre-exemples. Hein. T'avais notamment, je me rappelle quand Depugnet avait travaillé au développement de la Suzuki, tout le monde avait dit ouais, bof, peut-être pas un bon choix. Et au bout du compte, ils ont été assez vite compétitifs. Ça a pris un petit peu de temps d'adaptation pour les nouveaux pilotes, justement, de se faire à la main. Mais on a vu que au moins le développement qui avait été mené n'était pas déconnant, quoi. Il les a pas emmenés dans des mauvaises pistes. Et c'était la moto. On en reparlera un petit peu plus tard. Je trouvais qu'il l'avait bien maturé, quoi. Il n'était pas tout seul, évidemment, mais quand t'es pilote d'essai dans un projet comme ça. T'es forcément un petit peu plus écouté que quand t'as aussi des pilotes de course qui la courent tous les week-ends. C'est vrai. Mais ouais, j'ai trouvé que après,
tu vois, tu as tous les exemples, puisque tu as Stoner, on a dit à une époque, le renouveau de Ducati, c'est aussi un petit peu lié à lui. Il y a eu aussi, au tout début de Marquez, on a dit il profite des développements de Stoner en tant que d'une part pilote, et après quand il est resté un petit peu en tant que pilote d'essai au HRC. Ouais, il y a de tout et de rien, donc faut voir. À peu près Pedrosa, moi je trouvais que Kallio, effectivement, c'était pareil, un choix qui était peut-être un petit peu difficile à justifier, pas par défaut, mais il a montré en course qu'il était aussi rapide que les usines, enfin que ceux qui couraient. Donc l'un dans l'autre, ça se tenait, quoi. Puis Pedrosa, il peut aussi amener son idée. Après, ils vont se retrouver quasiment avec autant de pilotes d'essai que de pilotes sur piste les week-ends. Donc, va falloir écouter les bonnes voix, quoi. Ouais, bien sûr. Ça va être ça la question. En sachant que les deux Tech 3 auront des motos d'usine également. C'est ça. Ça fera du monde qui a des retours. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'ils font un petit peu ce qu'a fait Ducati il y a quelques années pour se relancer, ou quand je dis personne, mais Yamaha et Honda voulaient pas nécessairement filer des motos satellites. Au contraire, Ducati, ils en ont fourni beaucoup, de manière à avoir beaucoup de feedback des pilotes, et mine de rien ça les a aidés pour se relancer, donc c'est peut-être pas stupide, hein. Ouais, je suis d'accord. On passe à la news suivante. Donc Paul Espargaro, qui revenait de blessure, il avait couru à Misano mais il avait pas pu finir la course, a chuté en FP3 et se recasse la clavicule gauche, donc la même. Donc il est parti à Barcelone se faire opérer, il ne courra pas à Aragon, donc. Et le chat noir continue pour KTM, encore une fois. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Et puis surtout, t'hésites entre retour prématuré ou pas. Autant à Misano, retour prématuré, peut-être, parce que de toute façon, il a pas fini la course. Il pouvait pas la finir physiquement. C'était ça, c'était pas une chute ni rien. Par contre, là, on l'a vu en conférence de presse d'avant GP. Il semblait bien, il disait qu'il était revenu en forme et qu'il était prêt à donner tout ce qu'il pouvait, quoi. Il fait une chute en FP3, voilà, pas de bol. Et on parle du big drama. Et on parle du premier big drama, en tout cas concernant les GP. Donc on se souvient de Monsieur Ponson, Christophe de son prénom, donc pilote français qui avait remplacé au pied levé Tito Rabat au sein du team Avintia à la course de Misano, donc qui a fait une course honnête à Misano. Il a roulé dans les temps, donc on avait appris notamment qu'il avait signé un contrat de 4 courses avec Avintia. Donc Christophe Ponson a été lourdé par son team juste avant le Grand Prix d'Aragon en début de semaine. Donc les raisons invoquées de son team, c'est que soi-disant Kyle Crutchlow et Jack Miller ont créé une coalition de pilotes avec un soutien de la Dorna, qui ont obligé Avintia à casser son contrat. C'est quand même gros comme une maison. Donc je rappelle que Christophe Ponson a sacrifié son championnat d'Espagne pour venir jouer les remplaçants. Il connaissait pas la piste, les pneus, la moto, les freins carbone, etc. Donc d'après son communiqué de presse, il a un contrat long comme le bras qui prouve qu'il a signé un contrat pour rouler 4 courses. Du coup, Avintia a annoncé que ce sera Jordi Torres, qu'on a déjà vu en Moto 2 et en Superbike, qui est appelé pour remplacer Tito Rabat, qu'il a pas plus d'expérience que Christophe Ponson sur une MotoGP. Donc on a eu un petit peu plus d'éclaircissement sur cette histoire en conférence de presse d'avant GP. Les pilotes sont revenus sur ce drame, notamment parce que les journalistes ont posé la question, forcément. Donc pour eux, c'était pas une question de personne, de Christophe Ponson, de français ou pas, etc. Ou d'espagnol, parce que tout de suite, on a créé au complot espagnol, mais pas forcément. Donc pour eux, c'est qu'un problème de règlement. Il y a des pilotes qui arrivent en catégorie Rennes, au pied levé, et qui n'ont jamais piloté une MotoGP. Et du coup, ça peut être dangereux en piste, même si ils sont dans les 107% autorisés pour boucler les tours. Donc la règle du 107%, c'est en gros, tu dois pas être plus lent de 107% que le tour du meilleur, du leader, de la pole. Sinon t'es pas qualifié pour la course. Sinon t'es pas qualifié, tu n'as pas ta place. Donc on rappelle que Christophe Ponson a effectivement été exclu lors de la FP1, n'a pas été classé de la FP1 à cause de ça. Il était au-delà, mais après dans toutes les autres sessions, c'était bon. Toutes les autres, c'était bon. Et en course, il a fini la course sur ses deux roues. En fin de course, effectivement, il s'est fait rattraper par
par les leaders. Du coup, il s'était largement écarté. Il en avait peut-être fait même un peu trop, mais en tout cas, il n'avait surtout pas gêné la tête de course. Donc, on va dire qu'il avait fait les choses proprement. Donc, les pilotes, notamment Marquez, Dovizioso et Cal Crutchlow, sont revenus sur cette histoire en conférence de presse. Ils se plaignaient de ça. Ils se plaignaient d'ailleurs du coup de Jordi Torres également, qui arrive sans expérience. Et pour eux, il fallait mettre en place une commission qui valide. Enfin, le mieux pour eux serait que les pilotes qui arrivent au pied levé puissent avoir testé au moins une fois une MotoGP dans leur carrière. Donc ça, c'est très difficile. Il n'y a pas énormément de pilotes qui. Vous faire des tests à Carole, et puis voilà, c'est tout. À Carole pour une MotoGP, je sais pas si ça va le faire. Ou ailleurs, comme tu veux, à Manico. Mais ça coûte cher, etc. Bon, en tout cas, c'est compliqué. Cal Crutchlow, en tout cas, qui avait été pointé du doigt par Avintia, s'est complètement dédouané de cette affaire, déclarant qu'il ne savait pas pourquoi on avait cité son nom, ni celui de son pote Jack Miller. Alors je sais pas si c'est une excuse valable, mais qu'il avait été le premier à aller accueillir Christophe Ponson dans le paddock quand il est arrivé. Bon, en tout cas, moi je trouve que cette histoire, elle sent vraiment très mauvais. C'est vraiment déjà pas clair ce qui est arrivé, qui joue pas franc jeu, parce que forcément il y a plein de choses qui sont sorties, mais on sait pas qui ment et qui dit la vérité. Ensuite, Avintia, ils ont pas forcément une réputation d'être hyper regardants sur la qualité du pilote en fonction de qui ramène le carnet de chèques. Jordi Torres, effectivement, c'est un pilote espagnol. Il a peut-être plus de soutien au sein de la Dorna, de la FIM, du paddock. C'est compliqué. Moi, en tout cas, j'étais enragé de savoir comment il était lourdé, le pauvre Ponson, alors qu'il était content d'arriver à Aragon, un circuit qu'il connaît, justement, qui voulait faire ses preuves, qui a un contrat qui prouve qu'il a le droit de rouler. Je sais pas s'il y aura des suites à cette histoire, mais en tout cas, je pense qu'on connaîtra jamais la grande vérité. Je te laisse donner ton ressenti. Ouais, je pense qu'il y aura de toute façon, il y aura pas de suite, ça va s'arrêter là, puisque bon, maintenant, ils ont pris des décisions justement d'avoir une commission d'acceptation. Mais moi, c'est ça qui m'embête dans cette affaire, c'est que il y a quelqu'un qui arrive, que ce soit Ponceau ou un autre, qui tient les critères actuels de sélection, donc pour pouvoir s'aligner en course. C'est-à-dire, il y a des critères en temps qui sont là et il les tient. Et après on dit ah bah ouais mais non ça va pas parce qu'en FP c'était compliqué, il nous a gênés et tout machin. Moi j'ai trouvé que c'était comme tu l'as dit, j'ai trouvé que c'était pas honnête. Alors effectivement il y a peut-être eu en FP1 des situations un petit peu compliquées pour lui à gérer parce qu'il découvrait la moto en même temps que 23 autres pilotes en course et surtout quand ça va vite. C'est parfois un petit peu compliqué à gérer quand tu découvres une moto prototype comme ça peut l'être. Ça, je veux bien entendre le point de vue des pilotes. Là où je suis en totale opposition avec la décision qui est prise de faire une commission qui va se décider à la tête du client, c'est que ils ont des critères objectifs aujourd'hui en pourcentage de temps. Je ne vois pas pourquoi ils les diminuent pas. C'est-à-dire ils sont à 107, ils ont qu'à passer à 104 ou à 103 pour exclure de facto les pilotes lents. Et c'est tout. Après, la question a été posée en conf de presse. Ils ont dit mais il y a des jours il pleut, c'est compliqué. Oui, et ben là, ils sont en train d'essayer de régler au cas par cas le cas général, qui est un pilote vient et veut s'aligner. Si en plus il pleut, il y a toujours des solutions à trouver. C'est maintenant il faut un classement cumulé sur la FP1, FP2, FP3. Si en qualif il peut se passer plein de choses comme on en a parlé vite fait sur Twitter. S'il peut très bien y avoir Jack Miller qui te sort des slicks quand il pleut et qui colle 6 secondes à tout le monde et qui met tout le monde hors des 104%. Dans ce cas-là, tu dis fait de course, tu gères ça comme un fait exceptionnel de qualification, ou tu dis pour qualifier les pilotes, étant donné que les conditions météo ont changé pendant la session, on se réfère au FP1, FP2, FP3. Et tu requalifies les pilotes comme ça peut se passer dans énormément de sports qui fonctionnent de la même manière. Et moi je comprends pas de dire non, on garde les 107% parce que comme ça n'importe qui vient, mais on choisit qui.
Moi, je trouve que autant garder des critères objectifs. Non, je suis d'accord, mais à la limite, on pourrait même faire un système de pourcent qui change suivant si le drapeau Reign est sorti ou pas. Exactement. Le drapeau pluie sort et on sait 107%, et s'il pleut pas, si c'est les conditions normales, c'est 103%. Et voilà. Il y a plein de choses qui peuvent se régler comme ça, puisque de toute façon, dès qu'il pleut, ils sortent les drapeaux, c'est notifié dans le compte rendu de la session, donc voilà. Et moi, je comprends pas qu'ils décident de prendre des critères, de rester dans des critères flous de commission où tu sais pas qui va siéger. Ouais, c'est vachement opaque comme système. Ouais. Je crois qu'il y a une partie des pilotes, mais lesquels, une partie des team managers, mais lesquels. Oui, en gros, ça va devenir du copinage, sérieusement. Après, ça va être la commission GP. Donc, en gros, c'est la Dorna, l'IRTA et les pilotes. Mais comme tu dis, ça va rester j'ai un pilote d'essai qui est ceci, qui est cela, qui pourrait faire l'affaire. Mais après, là, je trouve que c'est la Dorna qui se met elle-même des épines dans le pied en disant il faut que les teams alignent des motos. Ouais, carrément. Après, t'as plus de pilote. Ou alors, faut faire des teams à 3 pilotes, comme ça se fait en F1. Ouais. Je connais pas assez la F1 pour me prononcer sur cette possibilité, mais team 3 pilotes, c'est que ça coûte beaucoup d'argent, quoi. Mais il y en a un qui roule pas, donc... Voilà. Ah oui, mais bon. En général, c'est le pilote d'essai qui prend le relais, mais il y a que les factories qui ont des pilotes d'essai, quoi. C'est les teams d'usine. C'est ça. Faut forcer les usines à prêter leurs pilotes aux factories. Même quand c'est à Vintia. Oui, ça aurait pu être Stoner, non, parce qu'il ne veut pas rouler, mais Michael Epiro, de pilote essai Ducati, qui prend les commandes, ouais. Ouais, ça pourrait être rigolo. Tu crois ? Ouais, ça pourrait être rigolo. Pourquoi pas ? Non, mais il y a plein de solutions, mais voilà. En tout cas, la conclusion, c'est que je suis quand même dégoûté de la manière dont ça s'est passé. C'est clair. Par rapport à un pilote qui n'a pas démérité et qui n'a rien fait de mal, en fait, qui respectait les règles. Ouais. Donc voilà, gros pouce vers le bas envers Avintia et vers la commission des Grands Prix, quoi. Après, il y a une petite news qui a été confirmée, puisqu'on en avait déjà entendu parler cet été. Donc c'est Canal+ qui récupère les droits du MotoGP pour l'année prochaine. Donc la course sera sur Canal avec des codiffusions en clair avec C8, notamment pour Le Mans, puisque ça fait partie des événements qui doivent être diffusés sur des chaînes en clair. Oui. Et il va y avoir donc évidemment Moto 2, Moto 3, les essais et les FP sur les autres canaux. Donc ça peut être Canal+ Sport ou les services en ligne. Ouais. Donc on verra le dispositif, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont l'annoncer. Mais le fait est que c'est les derniers Grands Prix d'Eurosport. Moi, je trouve ça bien qu'ils diffusent un GP supplémentaire par rapport à ce qu'ils étaient obligés de faire à Canal. Parce que Eurosport, tous les ans, ils codiffusaient... France 3 ou France 2, je sais plus, codiffusaient le GP du Mans, mais c'est tout, quoi. Ouais. Là, il y aura un deuxième GP gratuit pour le grand public, c'est pas mal. Après, on verra la qualité de tout ça, quoi. Ouais, on verra comment ça va gérer. Ah oui, le prix aussi, ouais. Ça, c'est une autre histoire. On va passer donc à ce qui nous a occupé ce week-end à Aragon. Donc notamment les essais en Moto 3 où Martin il a dominé tout le monde et a claqué une pole avec 5 dixièmes d'avance sur Massia et Bastianini. Arbolino 4, Foggia 5 et Bezzecchi 6. On va avoir Antonelli 7, Rodrigo 8 et Canet 9. À savoir que là on parle des temps de la session et qu'on reparlera un petit peu plus tard des pénalités qui sont tombées un petit peu plus tard. Encore une fois, ouais. Voilà. Bon. Donc en Moto 2, on a la première pole de Brad Binder dans cette catégorie. Lui qui avait écrasé la concurrence en Moto 3 en 2016, on s'en souvient, avant de monter en Moto 2, retrouve les joies de la pole avec KTM, donc il sera suivi sur la grille par Schroeter et Navarro. On a une deuxième ligne composée de Marquez, Bagnaia et Pasini. Quartararo va signer une 7e place sur la grille de départ, suivront Baldassari, 8, Corsi 9. Oliveira foire sa qualif encore une fois, je crois que c'est une catastrophe, et partira 18e, donc il se complique largement la tâche pour revenir sur Bagnaia au classement général et jouer le titre. Danilo partira lui 31e.
Alors là, on va passer au MotoGP. Et donc la grosse news du week-end, c'est que voilà, aucune Yamaha directement en Q2. Donc les Yamaha ont bu le bouillon tout le vendredi, tout le samedi matin. Pourtant, ils avaient fait des tests a priori sur le circuit il n'y a pas si longtemps, puisque c'est ce qu'ils avaient annoncé justement en conf de presse. Ils avaient dit ouais, on va aller faire des tests sur les circuits européens pour se relancer, etc., etc. A priori, les tests avaient été pas si mauvais que ça. Ça s'était plutôt bien passé. Ils ont fait une bonne FP1. Et puis dès qu'il fait chaud sur la piste, voilà, il n'y a plus personne. Donc il n'y a plus de grip, il n'y a plus rien. Et voilà. Donc aucune Yamaha en Q1. En Q2. En Q2, ouais. Enfin, directement en Q2, c'est ça. Ouais. Petite anecdote en FP4, donc toujours Marquez qui assure le show les week-ends de course. Donc il va chuter, la moto va être quand même assez abîmée, notamment le bâti arrière. Mais il se fait plus chier à prendre le scooter du photographe pour retourner au stand. Il remonte sur sa GP qui redémarre comme il peut. Comme il peut, et via les voies annexes, il va couper le circuit et il reprend la piste plus loin pour rentrer vite au stand et repartir sur sa deuxième moto. Voilà. Marquez. Ouais. Alors après, donc on va parler un petit peu de la Q1. Donc la Q1 où on avait donc tous les pilotes Yamaha. Il va y avoir quand même on parlait précédemment des pilotes qui étaient gênés en piste par les pilotes lents. Et là, bizarrement, tu vois, t'as Morbidelli, Vignales et Siméon qui étaient pépère et tout au milieu en train de regarder un petit peu les pissenlits pousser, et t'as Bradley Smith qui déboule comme une balle en fond de ligne droite et qui a bien failli en emmener un ou deux dans le bac avec lui. Mais en fait je vais avancer un peu. Donc Vignales est passé en Q2 grâce à son temps en Q1 et c'est qu'après donc la Q2, on a su qu'il était pénalisé pour ce qu'il avait fait en Q1 et qu'il serait rétrogradé sur la grille. Ouais. C'est ça qui était amusant. Ah oui, parce que on va quand même rappeler ce qui s'est passé au niveau des temps. Donc c'est Vignales et Nakagami qui passent en Q2. Donc Rossi qui s'en sort avec une 18e place. On parlera vite fait de sa conférence de presse du samedi qui était aussi sympathique. Moi c'est ça qui m'éclate aussi qui m'éclate, c'est pas le mot, mais qui me déçoit, c'est que on est en train de parler de pilotes, voilà, ouais, eux ils gênent, ils sont lents et tout machin, et là t'as trois mecs qui chill peinard en pleine Q1 à attendre la spi, quoi, et voilà. Puis ok, ils ont été sanctionnés, hein, mais ça les gêne pas, quoi. Et je trouve que la commission de sécurité pilote, pour le coup, ils devraient peut-être un petit peu insister là-dessus, parce qu'ils sont entre guillemets en train de se plaindre de pilotes qui arrivent, mais le danger sur la piste, ils se rendent peut-être pas compte de ce qu'ils créent eux-mêmes. Ça, c'était le petit mot gentil du jour. Alors oui, en Q2, c'est quand même Lorenzo qui va prendre la pole, donc la 3e de suite. Il va la souffler à son coéquipier Dovi sur le dernier run. Marquez 3e, donc très très proche des deux Ducati. On va avoir Crutchlow qui va essayer de suivre, mais bon, il est quand même un petit peu loin, c'est relatif, il est à 3/10. Alors Zarco dans la Q1 quand même, il a été très généreux, on va dire. Bon, il partira 14e, mais on a vu quand même, on l'a pas vu beaucoup à l'image, mais ce qu'on a vu, c'est que vraiment il n'était pas là pour faire rire les patates, comme on dit. C'était assez généreux. Et donc, comme tu l'as rappelé, hein, donc Vignales s'était classé 11e, et non. Donc oui, suite à l'incident avec Bradley Smith, Morbidelli va prendre 6 places de pénalité et Vignales va prendre 3 places. Et du coup, là, je peux repartir sur la conférence de presse du samedi. Parce que oui, donc dans le conducteur, tu m'avais mis Rossi, au vu de son grand âge, commence à ressentir de l'arthrite. Oui. Vas-y, explique-moi. Non, mais c'était pour charrier. Vu les temps qu'il a fait catastrophiques tout le long du week-end, un peu moins, on verra après, en course. Mais
Voilà, après, on sait très bien que c'est la Yamaha qui ne va pas bien, mais ça m'amusait de charrier Rossi sur son grand âge, et surtout au vu de sa 18e place sur la grille de départ. Ouais. Voilà, j'ai le droit de dire bien sûr. que c'est dû à son grand âge, parce que je crois que c'est sa pire qualification ever, peut-être en catégorie GP, je crois. Je sais pas, j'ai pas fouillé. Mais effectivement, c'est catastrophique. Surtout que, voilà, après, lui, il est en Q1 et il dit, bah oui, j'ai fait un tour pour essayer de faire, ça passait pas. Donc, je suis retourné en piste et j'ai cherché des roues. Et quand t'es pilote Factory Yamaha, que t'es Rossi, quand on est à chercher des roues en Q1, c'est que vraiment c'est compliqué, quoi. C'est que la situation... on en reparlera un petit peu plus tard dans le débrief de la course, mais là, l'aveu, c'est plus un aveu d'échec. Là, on est en train de trouver du pétrole. On en parlera après. Donc, on va passer aux courses en Moto 3. Donc, comme on l'a dit très rapidement tout à l'heure, donc ça va cogner très très dur au niveau des sanctions, puisqu'on va avoir 8 pilotes qui vont prendre 12 places de pénalité, notamment Bezzecchi et Bastianini parmi les punis. 4 qui partiront directement en fond de grille, donc Mignot, Kornfeil, Antonelli et Alcoba. Du coup, ça fait un gros fond de grille, parce que au bout d'un moment... il n'y a plus de place sur le fond de grille. Et surtout Foggia qui va partir directement de la pit lane. Donc, ouais, là, il y a eu un bon coup de massue des commissaires de piste. Mais bon, de toute façon, on va avoir Martin qui va démarrer très fort avec Di Gianantonio qui va lui emboîter le pas, suivi par Masia et Canet. On va avoir Norodine, Ramirez et Arenas qui vont être dans le coup également. Alors, très rapidement, Martin va se détacher. Il va vite prendre la tête du paquet. Alors Bezzecchi va faire quand même un gros effort pour se replacer, et Martin va vite prendre 2 secondes et demie d'avance, et derrière c'est la course à la spie pour le peloton. Alors ça s'échange souvent la tête du groupe des poursuivants, et Bezzecchi rejoint les avant-postes donc après 4 tours, donc assez rapidement, et va remonter jusqu'à la 2e place au 5e tour. Et donc là Martin est déjà 4 secondes devant, donc ça va être très très compliqué de refaire la jonction, mais Bezzecchi va tenter le coup, il va se détacher très légèrement, il va être vite repris par Ramirez et Bastianini. Canet pour le coup est vraiment lâché puisqu'il était dans le groupe de tête, mais il va glisser jusqu'à la 16e place à 10 tours de l'arrivée et il va abandonner. Et à 5 tours de l'arrivée, donc Bezzecchi va remettre un coup de collier pour essayer de se détacher du 2e groupe, et là il n'y a plus qu'une dizaine de pilotes qui arrivent à suivre, donc autour de Bastianini de faire l'effort et de tenter de se détacher, mais c'est pareil, c'est pas suffisant pour vraiment se mettre à l'abri, mais ça peut suffire pour se protéger un petit peu de retour. Et à 3 tours de l'arrivée, par contre, là, c'est complètement regroupé. Ça va jouer à 7 pour les 2 places du podium. Sauf que Rodrigo chute en queue de ce groupe, donc ils sont plus que 6. Et à l'entame du dernier tour, rien n'est fait, mais il y a Bezzecchi qui est quand même à la tête du groupe et qui va imprimer un très gros rythme qui va donc lui permettre d'éviter tout retour de l'arrière. Et donc c'est Martin qui va s'imposer devant Bezzecchi et Bastianini. Di Gianantonio 4, Ramirez 5, Suzuki 6, Arenas 7, Norodine 8 et Masia 9. On passe directement à la course Moto 2. Donc on a Brad Binder qui s'élance bien, suivi par Marquez et Schroeter. Manzi va chuter assez rapidement dans le premier tour. Bagnaia également va bien partir. Binder, Marquez prennent vite quelques longueurs sur le peloton. Marquez profite d'un petit écart du pilote sud-africain pour s'immiscer en tête. On a une chute de Danny Kent. Et Bagnaia va passer Schroeter pour la 3. Après 5 tours, le peloton est bien étiré. On a Marquez suivi de près par Binder, Bagnaia légèrement décroché, et encore un peu plus loin, Baldassari et Schroeter. La course est un peu monotone et avec très peu de dépassements en tête. Bagnaia va recoller au duo de tête petit à petit. À 10 tours de l'arrivée, Binder se montre pressant sur Marquez. Et à 8 tours de l'arrivée, Binder va sortir un peu large en revenant sur la trajectoire. Il va toucher Bagnaia qui essayait de se faufiler depuis l'arrière. L'Italien perd le contrôle et se fait passer par Baldassari sans chuter, heureusement pour lui. On a Marquez toujours en tête à ce moment-là, on a Binder qui le colle. On a une chute de Vierre.
À cette tour de l'arrivée, Binder va prendre le contrôle de la course sur Marquez et Bagnaia va profiter d'une sortie un peu large pour prendre la 3 à son compatriote Baldassarri. Binder commence à creuser un écart dans le même temps et Bagnaia remonte Marquez. Il le passe à 3 tours de l'arrivée, donc à ce moment-là, on a Marquez qui perd vachement de rythme, puisque Baldassarri est tout de suite derrière lui. Les deux hommes vont se bastonner proprement et c'est l'Italien qui va s'en tirer avec la 3e place du podium. On a donc Binder qui gagne devant Bagnaia et Baldassarri. Marquez va finir 4e, Schroeter 5, Mir 6, Oliveira 7, Pasini 8 et Quartararo 9. Danilo finira 26e, pardon. Qu'est-ce que t'as pensé de cette course ? Ouais, moi j'ai trouvé que c'était bien de voir Binder, on va dire, incisif. Comme tu l'as dit, je trouve dommage qu'Oliveira ait du mal à bien se placer sur la grille parce que c'est pareil, il remonte bien, hein, mais quand tu pars 18e en Moto 2, c'est très très dur de remonter très haut. Encore une fois, une très belle course de Mir qui se place très très bien pour un rookie. On voit que il est vraiment bien. C'est bien à voir. Quartararo 9, bon ça reste top 10 encore. C'est pas monstrueux, c'est pas foufou, mais non, mais c'est bien. Il a fait un super départ. Il est super bien parti. Et il était dans les 4 premiers au tout début de la course. Après, progressivement, il va se faire passer par Pasini notamment. Et puis à la fin, il va baisser un peu de rythme, alors que normalement la fin de course c'est plutôt son truc. Mais bon, voilà. Moi, je trouve qu'il a fait une course correcte. Après, il n'était pas beaucoup montré à la télé forcément. Donc c'est compliqué d'avoir un vrai jugement, mais. Alors, on va parler un petit peu des MotoGP, et donc ça part, et au premier virage, et ben voilà, c'est le drame, puisque... Oh là 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 là. High side pour Lorenzo, alors on en rediscutera après, alors moi sur le coup, c'est ça, j'ai fait, oh là là, purée, bim, high side, et Lorenzo civière, et bon, la course continue, donc on y reviendra plus tard. Alors, Dovi en profite pour prendre la tête devant Marquez. Et les deux bleus, mais c'est pas les Yamaha, c'est les Suzuki de Iannone et Rins. Et on va parler rapidement des Yamaha, puisque Rossi se replace assez vite 12e. Et par contre, Viñales, lui, glisse en 19e position. On a Bautista qui chute, tandis que Pedrosa va passer Espargaro pour la 5e place. Et on a aussi Crutchlow qui va chuter assez tôt dans la course. À 16 tours de l'arrivée, on n'a pas de changement en tête, puisqu'on a Dovi qui est devant Marquez, Rins et Iannone, Pedrosa et surtout Aleix Espargaro qui se place très bien avec son Aprilia. Rossi et Zarco ont réussi à intégrer le top 10, donc juste la limite, 9 et 10. Et Viñales est tout juste dans les points, 15e. À 12 tours de l'arrivée, Dovi réussit à creuser un tout petit écart, une demi-seconde, mais c'est quand même pas suffisant pour pouvoir dire qu'il est détaché. Et il y a à peu près le même gap avec les deux Suzuki qui sont vraiment pas si loin de la Ducati et de la Honda sur ce circuit. À 10 tours de l'arrivée, là, Marquez fait l'effort et va reprendre la tête. Et derrière, c'est de plus en plus clairsemé puisqu'on va avoir Iannone qui va passer Rins. Et là, il va vraiment y avoir des gros écarts qui vont se creuser. Il va y avoir des petites escarmouches en tête quand même entre Marquez et Dovizioso, ce qui va permettre à Iannone de recoller tout doucement. Donc au fil des tours, il va les rejoindre. Et à 5 tours de l'arrivée, il va y avoir de très très belles passes d'armes entre eux qui verront Dovi donc reprendre la tête de course et surtout Iannone se montrer très très opportuniste et vraiment tenter une belle manœuvre. Bon, ça va pas payer, mais pour le coup, c'était vraiment bien tenté, c'était bien senti. Et pour le coup, c'était pas une Iannone, quoi. C'était une vraie... Non, mais c'était vraiment chouette, quoi. Tu te dis, ça passe, quoi. C'est large. Ah ouais, c'était beau. Et donc, il va tenter... Alors, Marquez prend la tête à 3 tours de l'arrivée et les opportunités vont se faire très, très rares pour Dovi. Bon, il va tenter une dernière attaque, mais l'Espagnol va se mettre à l'abri et remporter la course donc devant Dovizioso et Iannone. On a Rins qui fait 4, Pedrosa 5, Aleix Espargaro 6, Petrucci 7, Rossi 8, Miller 9 et Viñales 10. Zarco 14e. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite course ? Alors, donc forcément, le départ très impressionnant, ce high side de Lorenzo. On comprend pas trop ce qui se passe, mais a priori, ce serait la piste qui était un peu sale sur l'extérieur du virage. Un peu. Et comme il a remis les gaz un peu tôt, bah voilà, il s'est fait piéger le Lorenzo. Bon, après il s'écarte parce que Marquez effectivement
prend la porte intérieure et voilà. Bon, moi à part ça, le premier tiers de la course était assez monotone. J'ai trouvé. Et puis quand Marquez remonte sur Dovi et que il ramène du coup Iannone et Rins dans son sillage, du coup là c'était super beau. Encore une fois les passes d'armes entre Dovi et Marquez, c'est toujours super beau, toujours très propre. Enfin, c'est magnifique à voir leur dépassement. Et en plus, quand Iannone s'invitait dans la course, c'était marrant parce que le commentateur sur MotoGP.com, il a dit ah là là, faut qu'ils arrêtent de se doubler devant parce que je pense qu'aucun des deux ne veut voir Iannone se mêler à tout ça. C'était très juste, ça m'a fait beaucoup rire. Mais au final, Iannone s'est quand même mêlé de tout ça et c'était très propre. Ouais. Il a fait son boulot de vouloir gagner la course et quand il a vu que c'était possible de passer, il l'a fait sur un petit exter de Marquez. Et quand après, bon, sa Suzuki, elle est pas encore au niveau des Ducati et de la Honda de Marquez, hein. Mais elle était très performante ce week-end en tout cas. Après, j'ai bien aimé la course de Rossi, qui fait voilà 18e, 8e place, c'est pas rien. C'était compliqué, je pense, pour lui, mais il a réussi à montrer que en course, il pouvait donner mieux. Au contraire de Zarco, qui pour le coup est plutôt pas de beaucoup puisqu'il est parti 12e, mais il a fini 14e quoi. Dur, C'était dur pour lui. J'ai noté aussi une très belle course de Aleix Espargaro sur Aprilia, qui a été quelques fois montrée à l'écran, donc j'étais très content pour le team et pour lui quoi, parce que ils ont connu suffisamment de galères, je pense, pour de temps en temps faire un beau top 10 comme ça. Donc dans l'ensemble, une course plutôt satisfaisante. J'ai bien aimé Marquez aussi, qui aurait pu se contenter de la seconde place. Alors, bon. Non, vas-y, fini. On en parle après. Bon, ok. Donc Marquez aurait pu se contenter d'une seconde place et ne pas aller chercher Dovi parce que voilà, il a pas besoin de prendre les 25 points. Il assure les 20 points et le championnat du monde est dans sa poche quelques courses près. Mais non, il donne des coups de collier et puis il va se battre. Et puis il y a Iannone qui s'en mêle et puis il continue à se battre. Alors que tu pourrais te dire au bout d'un moment, bon, j'arrête mes conneries, voilà. Ouais. Et non, ça se passe super bien. Il gagne la course devant son public. Je pense que c'est ça qu'il voulait. Et dans le box après. Je sais pas si t'as vu l'accolade entre Dovizioso et Marquez. C'est une accolade que tu verras jamais, que t'as jamais vu entre Lorenzo et Dovizioso quand ils ont fait 1 et 2, tu vois, par exemple. Ça paraît tellement, ils sont tellement contents. C'est pas la même relation, hein, ça c'est évident. Hein. Ouais. Et du coup, ça fait plaisir à voir une compétition aussi saine, exactement. C'est ça. Respectueuse et saine. Ouais. Carrément. Pour en revenir au T1 du coup, moi ce que j'en pense, je suis fan de Ducati et j'étais dégoûté de voir Lorenzo chuter. Par contre, encore une fois, j'ai détesté ce que Lorenzo a dit après la course. Je trouve que il n'a pas besoin de se chercher d'excuses et surtout de chercher des excuses auprès des soi-disant erreurs qu'auraient fait d'autres personnes. Voilà, on a tous vu ce qu'il a fait, il a écarté, il a accéléré la moto et il est parti quoi. Il y a pas de faute. Lui-même n'est pas à blâmer, c'est ça que je cherchais comment. Personne va lui dire t'as fait de la merde et tout. C'est vraiment la faute à pas de chance. Il aurait pu gagner la course sans doute, oui. Il aurait pu faire un superbe week-end avec Ducati, oui. Mais c'est pas Marquez qui est responsable du fait qu'il a chuté, non. Si Marquez lui était rentré dedans, où il aurait touché la roue, oui bien sûr, peut-être qu'on peut trouver à redire, ou lui aurait saisi le frein comme à la Fenati. Mais non, donc Lorenzo est tombé tout seul, je suis désolé de te dire ça. Si tu vois qu'on te bloque l'entrée du virage, tu ralentis, tu élargis, et tu réaccélères un peu plus tard quand t'es bien face à la piste, quoi. Et quitte à prendre 6 places dans la tronche, mais c'est tout, quoi. Donc encore une fois, c'est les excuses qu'il a voulu aller chercher qui m'ont profondément agacé. Oui, dans le coup, je trouve que je suis de ton avis, c'est-à-dire Lorenzo exagère un petit peu de dire ça, puisqu'il ferait mieux d'assumer aussi certaines choses. Mais le fait est que tu peux pas nier le fait que le bloc-pass de Marquez, c'est pas un bloc-pass, puisque même lui, il finit au-delà du vibreur dans le vert. Il sort lui-même des limites de la piste
ok, il est à l'Inter, mais il freine beaucoup trop tard. Alors ok, il n'y a pas de contact, etc., mais c'est exactement le même type de manœuvre qu'il a essayé de faire plusieurs fois à Dovi et aussi à Lorenzo souvent quand ils sont en mano à mano. Il tente un coup un peu. Je trouve que c'est vraiment le bloc pass poussé à l'extrême, puisque même lui sort de la piste. Alors forcément, celui qui essaye de bloquer, il va finir encore au-delà, quoi. Moi, je trouve que ça va un petit peu trop loin. Après, Lorenzo, de toute façon, il n'avait pas d'autre choix que de relever la moto, de sortir large et de revenir dans le paquet comme il aurait pu. Bon, là, il prend une autre option qui est de remettre les gaz sur le sale et il se prend un high side de ouf. Après, il n'y a pas contact, donc tu peux pas dire ouais, Marquez, machin, bidule. Je trouve que le bloc pass vu comme ça, on est au-delà du bloc pass. On est vraiment dans le bloc pass motocross, quoi. On n'est pas dans le bloc pass MotoGP. Si tu compares le dépassement que Marquez a eu sur Dovi, oui, c'était beaucoup plus propre que celui qu'il a fait sur Lorenzo. Ah oui. Mais après, c'est le début de course. Voilà, les machines, surtout ce circuit, l'accélération, elle est très brutale et le virage, il vient tout de suite. Ouais. Donc, t'arrives vraiment en gros tas dessus, quoi. Marquez, il est parti de derrière. Bon. Ouais, il est pas si. On peut trouver derrière. Des choses. Il est pas si loin derrière et il est comme tous les autres, il a 24 tours pour prendre la tête. On peut se dire que voilà, il aurait pu ralentir plus tôt Marquez et pas chercher à prendre la tête dès le premier virage. Oui, on est d'accord. On peut dire que son dépassement n'était pas des plus propres. On est d'accord aussi. Est-ce que c'est un dépassement qui méritait une sanction ? Non. Cependant, je ne pense pas. C'est clair que non. Est-ce que Lorenzo se met dans les meilleures conditions parce qu'il est dans le box, il sera dans le box Honda l'année prochaine et Marquez sera son coéquipier? Je ne pense pas. Et il aurait dû. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui lui prend, quoi? Ok, tu as le droit de penser que c'est pas légitime, et tu as le droit de dire j'aurais aimé faire une meilleure course, voilà. C'est dommage que Marquez m'ait fait écarter, voilà, et pas un truc aussi violent que sa sortie, comme quoi non, c'est Marquez qui est responsable de tout les maux du monde, et voilà. Bon, sa communication, c'est toujours la communication à la Lorenzo. Il y en a qui disent que c'est une pleureuse. J'aime pas dire ça parce que c'est pas vrai, sinon tu serais pas en MotoGP, mais oui. Il a une communication, il a un franc-parler et une façon très à lui de voir les choses. Et du coup, les deux ensemble, ça détonne beaucoup, je trouve, en conférence de presse. Et en débrief d'après-course, surtout quand ça se passe comme ça. Non, c'est dommage parce que il avait les cartes en main pour être devant. Bon, après, c'est comme ça. Oui, après, on verra ce que ça donnera l'an prochain chez Honda, puisque de toute façon, il aura à nouveau une moto compétitive, donc on se fait pas de soucis, on le reverra encore devant. Et je pense qu'on va encore se marrer. Mais... ouais, c'est ça. Mais bon. Non, mais j'ai vu un tweet passer cet après-midi et qui disait voilà, Lorenzo et ses coéquipiers, c'est compliqué. Chez Yamaha, ils avaient fini par mettre un rideau entre le box de Rossi et Lorenzo. Chez Ducati, c'est une catastrophe. Personne ne se parle entre les pilotes, ils se regardent même pas. Bon, voilà, il commence pas sous les meilleurs auspices avec Marquez, quoi. Donc bon, est-ce que c'est comme ça que lui, il est fort dans sa tête? C'est d'être en compétition directe et frontale avec son coéquipier, peut-être. Je sais pas. Bon, après, en tout cas, ça nous donne du grain à moudre. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, pour pousser sur ce que tu as dit tout à l'heure, moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir Suzuki devant avec les deux motos. Savoir que eux, ils en ont que deux sur le plateau, ils n'ont pas de satellite. Là, les deux sont très très bien comportés, une très belle course. C'était super propre entre les deux. À un moment donné, Rins décroche puisqu'il a du mal à suivre le rythme, mais Iannone, il est dans le rythme de la Ducati et de la Honda. Et ça, c'est vraiment bien, quoi, de voir une marque comme ça qui est revenue il y a quand même relativement peu de temps et qui arrive à être compétitif sur ce Grand Prix. Après, sur la saison, c'est un peu moins constant,
mais ils sont quand même sur une pente très 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 intéressante. Et Rins va rester, donc ça va être. J'espère que ça va continuer à progresser. Et puis Aprilia, c'est pareil, hein, ça a toujours été très très compliqué pour eux. Là, c'est une belle course. C'est pas tous les jours qu'ils peuvent se payer le luxe de faire une course avec Pedrosa, même si Pedrosa loupe aussi des courses, mais là, quand ils jouent la 5 et la 6, c'est bien, quoi. Ils sont au niveau des Ducati satellites. Franchement, il n'y a pas à rougir. Pour un team avec leurs moyens, c'est clairement réussi, quoi. Après, c'est vrai que bon, la moto, elle est peut-être moins mauvaise qu'on l'imagine. Et peut-être qu'avec Iannone dessus, ça peut être, ça peut amener quelque chose d'intéressant l'année prochaine, quoi. Ouais. Bah déjà, je trouve que Iannone, il a fait quelques belles courses chez Suzuki. Ouais. Je trouve ça dommage qu'il parte. Je trouvais que avec Rins, il faisait une paire assez enfin, d'un côté, lui, Iannone, c'était l'expérience et Rins, la jeunesse. En course, il faisait souvent des résultats assez similaires, donc ça prouvait que c'était homogène, que c'était plus la moto le problème que leur talent eux, puisqu'ils étaient quand même assez resserrés. Bon, après, moi, Iannone, c'est un pilote que j'adore depuis son passage chez Ducati notamment. Autant, tu vois, Lorenzo, même s'il est venu chez Ducati, c'est sans plus, quoi. Autant Iannone, je regarde tout ce qu'il fait, même quand il sera chez Aprilia, et même s'il va ailleurs. Parce que c'est un pilote, je trouve, qui dégage quelque chose, qui me parle, en tout cas. Et non, sans parler pour son travail ses frasques, ou son second travail de mannequin, ou je ne sais quoi. Mais, oui. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Après, je pense que Aprilia, il va retrouver un team italien, donc c'est bien pour lui. Mais par contre, l'Aprilia, elle est moins performante que la Suzuki, moi, je trouve. c'est sûr. Après, Iannone, clairement, il paye sa saison dernière, enfin surtout son début de saison l'année dernière où il était à côté de la plaque. Mais c'est vrai que cette saison, il est bien. Enfin, il est pas bien parce qu'il joue pas les avant-postes, mais c'est une saison qui est honnête, quoi. Il manque juste un petit peu de régularité, c'est-à-dire ce qui manque entre guillemets entre une moto pour une moto qui est toujours en développement. Ça manque un petit peu de régularité, mais c'est des résultats qui sont quand même très intéressants, qui sont pas anodins. Après, que dire de Yamaha? Je pense qu'on a tout dit déjà dans les épisodes précédents. Là, ça continue à dégringoler. Rossi est toujours fidèle à lui-même, c'est-à-dire c'est compliqué les FP, les qualifs là c'était la catastrophe, et puis en course c'est un peu mieux. Il a fait un bon warm-up puisqu'ils ont trouvé des setups à tester, mais ça reste de la bricole, quoi. Là c'est là c'est de la bricolette, quoi. Donc non mais faut dire ce qui est. Après moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans ce qu'il a dit, c'est que voilà, lui il dit la moto c'est compliqué en ce moment, mais on espère que ça va aller mieux demain. Donc ça c'est le discours entre guillemets on va dire policé de com, mais il y a aussi des mots un petit peu plus durs qui sont voilà, ce qu'on vous dit vous à la presse, on l'a déjà dit 30 fois aux gens du développement, et c'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est plus ça qui m'embête, c'est que pour rebondir faut toucher le fond, et j'ai toujours pas l'impression qu'ils l'ont touché, quoi. Donc là ça commence, quand tu commences à voir Rossi 18ème sur la grille, je pense que ça commence à être un très très mauvais signal, quoi. Après il y a pas que lui, hein, parce que tu vois aussi Vignales. C'est difficile aussi. Après, il n'a pas le même il a pas la même expérience en MotoGP. Pour lui, il est arrivé sur une Yamaha qui était sur le haut du plateau, et là, un an et demi après, il galère entre la Q1 et la Q2. C'est une situation qui est pas simple, mais va vite falloir faire quelque chose. Mais bon, ça va pas se faire en 2 semaines. Non, c'est sûr. Vignales finit 10ème,
Enfin, moi, après, c'est un ressenti, c'est pareil. Rossi, il prend son mal en patience. Il a déjà connu des années galères chez Ducati. Et il se répand pas plus que ça dans les médias. Il fait pas la gueule pour autant, etc. Il fait avec ce qu'on lui donne. Il sait que derrière, il y a une équipe qui bosse et que, ils sont tous tributaires des usines au Japon et des décisions là-haut. Et du coup, il fait avec ce qu'il a. Et Viñales, t'as une impression qui se donne pas à 100% parce qu'il fait un peu de boudin, parce que la moto, elle tourne pas bien. Tu vois ce que je veux dire, et du coup, ils se donnent pas à fond. Alors que oui, écoute, forcément, ta moto, tu pensais en arrivant chez Yamaha et en prenant la place de Lorenzo que tu serais champion du monde. Bah oui, mon gars, mais aujourd'hui, la moto, elle tourne pas. Et malheureusement, t'es là. Et en plus, t'as re-signé pour 2 ans. Donc maintenant, tu bosses et tu aides au développement de la moto, quoi. Tu essaies de donner des pistes de réflexion pour améliorer tout ça, quoi. Bon, après, Rossi, il commence à dire que si ça continue comme ça, dans une situation comme ça, les pilotes perdent de la motivation. Ce qui est tout à fait compréhensible. Tu te bats pas pareil quand tu joues la disque, quand tu joues le podium. Très, très compliqué à redresser. Après, il y a effectivement le problème de la fermeture du moteur qui fait qu'à partir du moment où tu as choisi des moteurs pour ta saison, après tu dois faire ta saison avec. On a vu avec Suzuki que l'an dernier ils avaient fait un mauvais choix et cette année du coup ils ont redressé la barre. On va voir assez vite si Yamaha est dans la même configuration. Mais bon, c'est ce que aussi beaucoup de gens disent, c'est-à-dire là, Yamaha est en train d'essayer de faire tourner une 2018 tant bien que mal pour essayer de sauver ce qui est encore sauvable sur la saison, c'est-à-dire une 3e place au général pour Rossi, alors que tout le monde travaille déjà sur la 2019, quoi. Ouais. Donc, voilà, quand tu sauves, quand tu vas dire, on a fait une saison pourrie, mais quand même, on est 3e au général. Et puis là, tu vas dire, c'est quand la prochaine saison ? Ah, c'est demain. Ah mince. Et quand tu vas voir où sont les autres et où t'es toi, tu vas dire, merde, on repart dans la même galère, quoi. Ah, mais c'est l'impression que ça vient. Oui, après, c'est le mythe de Sisyphe, hein. T'es sans arrêt en train de pousser ton caillou et le caillou, il revient, hein. Ah oui, mais ça, c'est malheureux, mais on verra. Après, peut-être qu'ils vont trouver une formule magique. Écoute, moi je serais pas contre une autre année galère de Yamaha au moins. T'es concret, j'aimerais voir Dovi gagner le championnat l'année prochaine sur la Ducati. Je pense que l'année prochaine la moto elle sera encore meilleure et Marquez est suffisamment dur à battre il y a pas d'autres teams dans les pattes. Donc, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ouais, je sais pas. Ouais, franchement, je sais pas. On se met d'accord, c'est Rossi l'année d'après. Ouais, pour sa dernière année, le titre. Non, mais faut pas rêver non plus là. Bon, on va faire un petit point championnat. Donc en Moto 3, Martin en tête avec 191 points, Bezzecchi deuxième avec 178 et Di Gianantonio troisième avec 150. En Moto 2, Bagnaia 234, Oliveira 215 et Binder très très loin 144 points. Donc là le titre ça va se jouer entre Bagnaia et Oliveira. Quartararo 9e avec 100 points tout rond. En MotoGP, Marquez 246, Dovizioso 174, bam, le trou. Et Rossi 3e 159 avec Zarco à la 8e place 112 points. Je te laisse parler un petit peu du point Frenchy, c'est-à-dire les Français qui ont couru un petit peu ailleurs qu'en GP. Oui, donc on commence avec l'endurance. Donc la nouvelle saison 2018-2019 du championnat d'endurance mondial a commencé par le bol d'or sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Donc on a le tout récent team champion du monde en titre FCC TSR Honda avec les Frenchies Freddy Forret et Mike Di Meglio, donc échappé du GMT, épaulé également par Josh Hook qui remporte les 24 heures de course, donc 54 secondes seulement devant le team Yart et un tour d'avance également seulement, après 24 heures, devant le team Whipple Racing. Donc le drame de cette course c'est quand même Kawasaki, le team SRC, en tête à 3 heures de l'arrivée, avec sa Dream Team Randy Depuynet, Jérémy Guarnoni et David Checa, qui a subi un souci électrique et qui terminera finalement la course 7ème après avoir pu réparer. On a donc vu également la Yamaha du Yart, je vous disais, qui a fini 2e, mais pisser de l'huile comme pas possible après 4 heures de course, et foutre des concurrents au tas, obligeant à la sortie de la safety car, voilà.
On le sert également long moment en tête de course, a connu des problèmes d'embrayage et ils finissent finalement 5e. On parle de Superbike, donc le Superbike a enfin repris ce samedi 15 et dimanche 16 septembre à Portimao, au Portugal. Donc l'attente fut longue et c'est pas le risque qui me contredira. Les résultats de base sur les deux courses, 6e en course 1, donc son meilleur résultat de la saison, et 9e en course 2. Au général, il est 10e. En super sport, donc je vais d'abord vous dire les résultats et après je reviendrai sur quelques faits de course. Donc en super sport, on a Cluzel qui va abandonner suite à une chute et Mayas qui va être affiché not classified sur les résultats de la course. Donc on a le Corentin Peller-Rollari donc qui est aligné par le GMT, qui a dû abandonner sur souci technique 3 tours avant la fin. Au général, Cluzel 2e à 16 points de Sandro Cortesi et Mayas 6e. Ouais. Donc voilà pourquoi je suis remonté. Donc en plus de l'histoire de Christophe Ponson en MotoGP, donc j'ai regardé le Super Sport le week-end dernier et il faut en parler parce qu'il faut parler de la poisse, voire de l'injustice des Français sur cette course Super Sport. Donc on commence par Jules. Jules, il est en lice pour remporter le championnat du monde avant la course. Il est à 5 points de Sandro Cortesi, justement. Donc on sait les galères qu'il a eues cette année. Donc il fait partie d'un team qui est possédé par un milliardaire indien qui vit à Dubaï. C'est compliqué. Et pour des raisons assez obscures, l'argent a beaucoup de mal à arriver. D'après Speedweek, notamment, le team est en cessation de paiement depuis avril. Donc depuis avril. La saison, elle a commencé quand mi-mars. Ouais, c'était compliqué. On a vu sur plusieurs déplacements, notamment que les camions étaient arrivés en retard parce que les chauffeurs étaient pas payés, etc. Bref, ce week-end, encore un problème. Donc Jules s'est retrouvé sans mécano, notamment le vendredi. Donc on a vu les gars du GMT 94 et des Jules dans son box. Donc on remercie Christophe Guillot pour ça. Donc on va dire que le mec il est quand même assez mal loti et il réussit à signer la 4e place sur la grille de départ. Au premier virage de la course, donc il est devant, poursuivi par Lucas Mayas qui avait signé lui à Pôle. Donc Jules, on a 3 Français dans le top 5 à ce moment-là, avec Corentin Peller-Rollari, on est confiant, on est content. Mais Lucas va réussir à passer Jules au début du second tour. On a Jules Cluzel qui s'accroche dans la roue de Mayas, mais bon, il ralentit un peu tard, il élargit, et qui débarque à l'intérieur du virage à Laianone, c'est Sandro Cortesi. Donc celui-ci a vu un espace, mais bon, on sait pas trop où, et trop optimiste va perdre l'avant. Il embarque Jules dans sa chute. Sandro, lui, va pouvoir repartir, mais Jules doit abandonner là. Donc Sandro n'est pas pénalisé par la direction de course à ce moment-là. Il repart 25e en bout de peloton, mais remonte comme une balle. Donc pendant ce temps-là, Lucas Mayas, lui, fait toute la course en tête. Peller-Rollari, j'ai déjà dit, ça s'arrête 3 tours de la fin, sur problème technique. Donc encore une fois, une galère pour un Français. Donc à l'entrée du dernier tour, c'est là que ça devient intéressant, Sandro Cortesi est 6e, donc il a fait une super remontée, et Lucas, qui est premier, lui, crève, voilà, la poisse. Il s'arrête en bord de piste, juste peu après la ligne qu'il a franchie, quoi. Donc rebondissement ultime, juste après s'être arrêté en bord de piste, donc le drapeau rouge est sorti, parce que un autre pilote, Hartog, a fait une attaque suicide sur Cuero Martinez à l'arrière du peloton. Qui dit drapeau rouge, donc là, y a un règlement qui stipule que tout le monde doit rentrer au stand sous 5 minutes. Qui dit drapeau rouge également, après les 2 tiers de la course, dit qu'on prend les résultats du dernier tour accompli dans son entier pour faire les résultats de la course et pour le podium. Donc, ces 2 faits réunis, si Lucas rejoint sous 5 minutes le paddock, il sera donc déclaré vainqueur de la course. Donc il va remonter sur sa R6 et roule du mieux qu'il peut, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique, un pneu limite en train de déjanter à chaque fois. Enfin moi j'avais le poil hérissé de voir ça, quoi. Il va notamment chuter 2 fois. À chaque fois il va se relever, à chaque fois il va remonter sur la moto, il va repartir. Enfin c'était épique, quoi. Ouais. Il va finalement arriver dans les stands avant la limite des 5 minutes maximum. Le public l'applaudit, le paddock l'applaudit, lui il en chiale sous son casque, et la direction de course le déclare do not finish. Voilà. Au début on comprend pas trop pourquoi, mais c'est le cas. Donc Sandro Cortesi finit 5e de la course. Donc j'ai 2 choses à dire sur tout ça. Après c'est que mon opinion, là ça n'engage que moi. Jusqu'à présent c'était un peu plus les faits. Donc c'est ok apparemment si Sandro dégomme un adversaire en course, surtout si c'est son concurrent direct pour le championnat. On a vu qu'une manœuvre à peu près similaire de Hartog en fin de course lui avait valu à lui une disqualification immédiate.
Donc Cortese n'a rien eu de son côté. Ensuite, concernant Lucas Mayas, donc on semble, en fait, au début, on comprend pas pourquoi il est disqualifié. Du coup, moi, j'ai ressenti une grande injustice, notamment parce qu'il n'y a pas eu de communication sur les raisons de la non-validation du fait qu'il soit arrivé, quoi, de son did not finish. Donc au début, on pensait tous que c'est parce qu'il n'est pas arrivé dans le temps imparti, les 5 minutes, mais il semblerait que Mayas a bien rejoint les stands en 4 minutes 50, donc il était dans les temps. Après, on a pu penser que même s'il avait entamé son premier tour, le dernier tour en tête, comme le règlement stipule que les participants doivent être actifs lorsque le drapeau rouge se déclenche, on pouvait penser que le fait qu'il soit déjà arrêté avant le drapeau rouge le mettre en abandon, quoi. Ouais. Mais en fait non, parce qu'il n'était pas encore déclaré hors course à ce moment-là par la direction de course. Donc c'était pas ça. Et enfin, on a eu un peu plus d'explications par des personnes éminentes plus tard, hein, des journalistes comme David Emmett, ce genre de choses. Eux, ils ont parlé du fait qu'il faut emprunter l'entièreté du circuit pour que les temps soient pris en compte, quoi. Et donc, comme Lucas Mayas, pour revenir au stand, a coupé le dernier virage, notamment pour emprunter la voie des stands, et notamment parce que ça aurait pu causer une chute. Et aussi, il avait peur de mettre de l'huile sur la piste en sachant qu'il y a la course Superbike juste derrière. Donc, le fait d'avoir coupé le dernier virage, apparemment, le disqualifie. Ce qui est complètement logique, hein, pour moi, dans une logique de course, hein, on coupe pas les tracés. Mais dans ce cas-là, je trouvais ça limite sous certaines conditions. Bref. Donc, moi, j'ai complètement pété un câble lorsque j'ai vu cette course. Ça m'étonne pas, tiens. J'étais sanguin comme t'es. Non, mais c'était tellement injuste, quoi. Du coup, officiellement, Cluzel a mené un tour la course, Mayas a mené 15 tours la course, personne d'autre n'a mené la course. Et c'est Caricasulo qui gagne. C'est ça, Caricasulo a gagné, ni Cluzel ni Mayas n'ont gagné la course, voilà. Donc, bon, bah voilà, donc c'est sûr que c'est un peu retombé, là j'avais écrit tout ça un peu sous le coup de l'émotion. C'est un peu retombé, mais en le relisant, ça me refait battre le cœur à 100 à l'heure, donc ouais, je suis encore émotif là-dessus, je pense. Autant pour Mayas, bon, même si j'ai les boules, c'est le règlement, il s'applique à tout le monde. Ok, pourquoi pas. Même si c'est... Voilà, c'est comme ça, les règlements sont faits pour qu'on les applique. Bon. Autant pour Cortese, je trouve qu'il aurait dû être sanctionné. Pas forcément comme Hartog, parce qu'effectivement, Hartog, il a vraiment fait une manœuvre qui est assez horrible, et qui était complètement suicidaire, et qui n'avait aucune chance de se réaliser. Donc lui carrément il a été disqualifié, mais Cortez aurait dû prendre je pense une pénalité plus sévère. Donc peut-être que les commissaires de course ont considéré que le fait qu'il reparte en 25e position suffisait à le pénaliser. Oh non. Je pense pas. Moi je trouvais que voilà, c'était limite qu'un dépassement comme ça où t'as 90% de chances que ta manœuvre elle est tellement ambitieuse que voilà, tu perds l'avant. Bon bah faut pas les faire, quoi. Ouais, c'est difficile de non, c'est difficile de dire, mais comme tu l'as dit, c'est vachement injuste pour Cluzel. Ouais, Cortese il tente un truc, ça passe pas, mais c'est clair que comme tu l'as dit, c'est une Yannone, quoi. Et il réussit à repartir. Après je pense que sur le coup mettre un ride-through, ça serait un peu trop. Mais au bout du compte, tu mets une pénalité à l'arrivée, comme un peu ce qu'avait eu Marquez en Argentine. C'est-à-dire, tu vois ce qui se passe, tu fais ouais, ok mec, bon tiens, tu prendras 10 secondes, tu prends 20 secondes, mais ça t'apprendra à faire le con. C'est possible, c'est possible que ça peut se gérer comme ça. Après, mettre un drapeau noir, ça serait trop sévère à mon avis. Bon, après, oui, je pense aussi. Oui, après c'est jugé comme ça. Bon bah après, moi ce qui m'emmerde le plus, c'est que Cluzel se retrouve dans une situation comme ça avec son team. Et je trouve que bon après, je pense qu'il y a plein de pilotes qui se retrouvent dans des situations comme ça, dans des galères de team. Mais moi je suis vraiment dégoûté pour lui parce que c'est un pilote qui est, enfin, moi je me rappelle en Moto 2 quand il avait gagné une course, je sais plus exactement en quelle année, mais c'était un mec qui avait, enfin, il respire la passion. Je dis pas que les autres sont pas passionnés, hein, mais il tente un pari, là les mecs lui dans ce team là et ça passe pas.
Et je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dégoûtant de voir que des teams peuvent ne pas fonctionner comme ça, quoi. Et comme tu l'as dit, ce que fait Guyot, c'est-à-dire de l'aider dans la mesure du possible à prendre le départ, à faire les qualifs, etc., etc., pour jouer le titre. On a besoin de teams comme ça qui sont fair-play, sportives. Bien sûr. Et après, bon voilà, ils auraient peut-être pas aidé un pilote espagnol ou un pilote italien, ça on n'est pas là pour juger. Et au bout du compte, je m'en fous. Mais voilà, Guyot, il est sur le circuit, il a des mecs, ils ont la même moto. Le gars, il vient, au moins il avait sa moto. Donc, tu te dis, mais putain, pas de mécano quoi. Mais c'est lamentable. Non, mais c'est lamentable. Oui, non, on est d'accord. Bah, surtout qu'en plus, tu te dis, mais comment tu peux avoir des problèmes d'argent quand le gars, il est en lice pour gagner le championnat du monde, quoi. C'est à ce moment-là où tu peux avoir des sponsors, les gens, ils regardent ce qui se passe, quoi. Je veux dire, t'es pas 23e au classement. Bah ouais, mais c'est le super sport, c'est pas non plus énorme. Mais si tu veux que tu joues le titre ou pas, moi je pense que le fond du problème, il est pas là. C'est un facteur aggravant, c'est sûr, mais le fond du problème, il est pas là. Le fond du problème, il est que t'es une team qui déboule, qui dit ouais voilà tiens ouais je vais te payer une moto, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, et puis au mois d'avril tu te rends compte que voilà t'as le carrosse qui se transforme déjà en citrouille, quoi. Je trouve que c'est dégueulasse, le mec il lui a niqué sa saison. Et Ah, c'est sûr, bah, c'est les milliardaires qui font joujou. À un moment, ils s'ennuient. Tiens, je vais investir dans le sport moto ou sport auto, machin. Je paye un team. En fait, ça coûte cher. Et puis, en fait, on se rend compte que mon argent, il est pas aussi blanc que blanc. Et puis, du coup, on me bloque mes comptes. Et voilà. Et je mets tout le monde dans la merde parce que, ah ouais, bah ouais. Parce que je sais pas prendre des responsabilités, quoi. C'est juste, c'était un jouet et c'était pas ça pour, comme un vrai chef d'entreprise, entre guillemets, ferait, quoi. Enfin bon, je pense qu'il faudrait qu'il verrouille un petit peu ce genre de comportement. Ouais, bien sûr. Bah après, je sais pas comment ça se passe là-dessus en super sport, mais je sais qu'en football, avec les histoires des fair play financiers, etc., les nouveaux arrivants, en tout cas qui arrivent dans les clubs français, ils doivent vraiment montrer patte blanche sur l'origine de leurs fonds, et combien ils comptent investir sur combien de temps, etc. Et tout ça, c'est verrouillé, c'est de l'argent qui est déposé sur des comptes, bloqué, etc. Donc après, là-dessus, ça évite des mauvaises surprises. Non. Ça évite des mauvaises surprises comme ça. Mais moi, j'ai ma petite théorie. J'ai vu une interview écrite de Christophe Guyot il y a pas longtemps, et donc il y a déjà Corentin Perolari, mais peut-être qu'ils aligneront une deuxième moto l'année prochaine avec Jules Cluzel, je sais pas. J'aimerais bien voir ça. Après, c'est dans ma tête que ça se crée. J'ai aucune information non, là-dessus. mais après, c'est là que tu vois aussi le sérieux des structures. Hein. On a tous des yeux, quoi. Le mec, il déboule au mois de mars. Il déboule au mois de mars, au mois d'avril, il y a déjà plus un rond dans les caisses. Enfin, faut arrêter, quoi. Et Guyot, le GMT, pour pas parler que de lui personnellement, mais c'est une structure qui tient la route. Mais bon, après, faudra savoir rebondir, il faudra savoir repartir, et ça va être ça, à mon avis, le plus compliqué. Mais c'est pas fini pour le titre cette année. Hein. Il y a encore 3 courses, il y a 75 points, 16 points d'écart. 16 points d'écart. Ouais, après. C'est pas fini, mais avant la course, il était à 5 points d'écart, et Jules Cluzel a fait un bon début de course sur les 2 tours qu'il a fait. Ouais. Bon. Voilà. En fait, c'est rageant que ce soit un concurrent direct qui le sorte. Voilà. Parce que je suis pas complotiste et je le serai jamais, hein, mais. Voilà. Pourquoi c'est toi, quoi? C'est comme si Devy avait sorti Marquez et avait pu repartir, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est de ce point de vue-là, c'est assez moche. Mais non, même moi je suis persuadé que de toute façon, qu'il va faire tout ce qu'il faut pour aller le chercher. Bon, pour Mayas cette année, ça va être c'est cuit, mais Cluzel, faut j'espère qu'il pourra aller au bout de sa saison, et voilà, quoi. Ce serait chouette. Ouais, ça serait chouette de le voir jusqu'au bout. Bon, après, on lui souhaite de remporter le championnat et de mettre tout ça derrière lui, d'oublier un peu toutes ces galères, quoi, cette année. Ouais, c'est clair. Les saisons comme ça... Il doit être vraiment fort dans sa tête parce que, purée...
performer alors que t'as autant de galères à côté. Tous les week-ends, tu dois te demander est-ce qu'il y aura la moto, est-ce qu'il y aura des mécanos, est-ce que les chauffeurs ils vont livrer. Enfin. Bah, tu demanderas ce qui s'est passé à Loris Baz. Mais non, mais pas cette année, hein, mais quand il était en MotoGP chez Forward, c'est ce qui s'est passé, quoi. Les motos, elles sont pas parties à Laguna Seca, je crois. Donc, ou à Indianapolis, je sais plus. J'ai pas connu cette période de Grand Prix. Ah ouais, bah voilà. C'est ah non, c'est ce qui s'est passé, hein. D'accord. Les motos sont pas parties. Du grand n'importe quoi. Team manager en tôle en Suisse, etc. Belgique, quoi. Aïe. Ouais, bah ouais. Ça fait rêver. Oui, bah oui, c'est clair. Bon, on va conclure sur une note un peu plus légère. Donc, on avait du French Superbike ce week-end. Donc ça se courait à Albi. On a donc Jérémy Guarnoni qui a remporté le titre de champion de France Superbike sur sa Kawasaki ZX-10R devant Kenny Forêt et sa BMW. Donc félicitations à lui, même si c'est Kenny Forêt qui a remporté les deux courses, c'est Jérémy Guarnoni donc qui est titré champion. Et en super sport, c'est Louis Bull qui devient champion de France sur sa Yamaha R6. Voilà, félicitations. Bon, écoute, on a fait long quand même là. Hein. Ouais, tu vas trancher et puis ça va le faire. Il y avait des choses à dire, je pense. Ouais, beaucoup à dire. Ouais. Puis de toute façon, là, on a 2 semaines Non. Si, on a 2 semaines, là. 2 semaines de répit, parce que ça part en Thaïlande, donc... Thaïlande. T'as le temps de me faire un montage aux petits oignons. Ouais. Et puis, si c'est trop long à écouter, les gens, ils pourront l'écouter en 2 fois, ils ont le temps. Oui. Voilà. Oui, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire des retours sur Twitter, Facebook, à nous dire, voilà, c'était trop long, c'était trop court, ça, je suis pas d'accord. Vous pouvez vous prendre la tête avec Pierre, il adore ça. J'ai beaucoup d'amis sur Twitter. De plus en plus. Ouais, voilà, donc et le prochain petit jeu, donc on va continuer jusqu'à la fin de saison, donc pour deviner quel pilote est en pôle, donc toujours avec la bécannerie jusqu'à la fin de saison pour le Grand Prix de Thaïlande. Donc toujours pareil, on vous fera un petit tweet le jeudi pour trouver le pilote en pôle. Donc je regarderai un petit peu les horaires parce que forcément les qualifs ça va être plus tôt avec le décalage horaire. Donc on clôturera le concours certainement soit le vendredi soir ou le samedi matin très tôt en fonction. Ouais. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bah on a dit pas mal de choses. Pas mal de conneries aussi. Hein. Mais ouais, n'hésitez pas à nous faire des retours. J'aimerais bien savoir, parce que je suis arrivé dans l'émission il y a quelques mois, et puis je sais pas trop si on apprécie ma voix, si on apprécie mes opinions. N'hésitez pas à faire des retours, critiquer. De manière constructive, hein. Toujours. Moi, ça m'intéresse. Surtout avec les mauvaises foi des motards qui est légendaire. Mais ouais, non, ça m'intéresse d'avoir des retours, n'hésitez pas. Ouais. Bon. Ouais. Bah, sur ce, les amis. Allez, bisous tout le monde. Ouais, salut à tous. Ciao. Ciao.